vous a fait venir et puis on aborde ce sujet. Là, on va voir d'un point de vue un peu gestion de projet, hein, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas forcément abordées avec sur la précédente table ronde. Nous, ce qu'on aimerait savoir, et c'est ce qu'on a préparé ensemble, c'est quelles sont les étapes clés pour la copropriété, même si on a commencé à en parler un petit peu, mais pour résumer ces différents sujets. Voilà, c'est à vous, Didier. Merci beaucoup. Alors, juste un tout petit mot pour me présenter. Donc, j'interviens au nom de la société Michaud. Nous sommes fabricants de matériel électrique. Vous avez vu un certain nombre de nos produits sur les slides des précédents intervenants. Tout simplement parce que on a investi sur le sujet de la mobilité électrique depuis maintenant 4 ou 5 ans. Et donc, et en particulier sur les infrastructures de recharge des véhicules électriques, les infrastructures collectives. Et donc, c'est vrai on s'est beaucoup investi aussi depuis toutes ces années sur la promotion des infrastructures collectives en général. Et donc, c'est pour ça qu'on a une certaine avance en termes de différentes typologies de matériel pour couvrir les différents cas de copropriété. Concernant effectivement comment on fait pour les copropriétés, je voulais revenir un petit peu sur le cas du réseau électrique auto, sur la notion de mandataire, notion qui a été évoquée précédemment. On s'est aperçu assez vite que il fallait pour le réseau électrique auto proposer de faciliter la démarche pour les copropriétés, un petit peu comme les opérateurs le font dans le cadre de la solution opérateur. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit depuis le début de la conférence que l'opérateur s'occupe de tout. Il était intéressant d'avoir, dans le cadre du réseau électrique auto, le même type d'approche, d'avoir une solution d'un interlocuteur qui puisse également s'occuper de tout. Donc c'est là où intervient la notion de mandataire. Une copropriété a en effet deux choix possibles. Soit elle va directement faire les démarches auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Donc il y a un portail Enedis notamment pour cela. Alors c'est tout à fait possible, ça prend un peu de temps. Il y a notamment une visite technique, il y a un administratif un peu lourd. Mais il y a une autre possibilité, donc c'est de faire appel à un mandataire. Alors, petit conseil, initier la démarche au minimum 4 mois avant l'Assemblée générale. Parce que on aura une visite technique. Ensuite, il faut permettre au gestionnaire du réseau de distribution de préparer la convention de préfinancement. Donc tout ça prend un peu de temps. Donc que l'on fasse la démarche avec ou sans mandataire, voilà, s'y préparer suffisamment à l'avance pour pouvoir aborder l'Assemblée générale Bien sûr, dans oui. de bonnes conditions. Autre point d'attention, on va rester pour l'instant sur ce slide. Autre point d'attention, disposer de plans de parking de bonne qualité. Ça, le gestionnaire du réseau de distribution vous le demandera. Donc, si vous n'avez pas de plan de parking, c'est peut-être quelque chose qui est à anticiper. Faire un plan par un géomètre, par exemple, ou à minima, si vous avez un plan d'évacuation de parking, s'assurer qu'il est de bonne qualité, pouvoir numéroter les places. Donc tout ça, c'est un prérequis indispensable. Et parfois, on a des projets qui prennent plus de temps parce que justement, on s'aperçoit un petit peu tard qu'on n'a pas ces plans. Et donc, voilà, c'est un conseil que je donne de bien s'assurer d'avoir des plans de parking de bonne qualité avant d'engager la démarche. Ensuite, le mandataire. Faire appel à un mandataire, ça a plusieurs intérêts. D'abord, c'est un interlocuteur technique, compétent, qui fait ce type de projet régulièrement, donc qui est à même de représenter la copropriété auprès du gestionnaire du réseau de distribution. Bon, par exemple, lors de la visite technique initiale, si c'est uniquement la copropriété
qui est présente ou le syndic de copropriété qui est présent, bon, forcément, il n'aura pas, à moins d'être technicien, il n'aura pas forcément de grande valeur ajoutée vis-à-vis d'Enedis. Si on fait appel à un mandataire, le mandataire dispose d'interlocuteurs techniques compétents qui connaissent bien ces sujets, donc il va pouvoir jouer efficacement son rôle lors de cette visite technique. Ensuite, le mandataire est un spécialiste qui bénéficie, par le volume de projets qu'il gère, des meilleurs prix auprès des fabricants. Quand vous faites appel à une solution de type réseau électrique auto, en tant que copropriété, forcément, à un moment donné, vous allez devoir faire appel à un installateur pour installer la borne, mais pas que. Si vous êtes en parking ouvert, on l'a évoqué tout à l'heure et j'y reviendrai, installer aussi une armoire qui va permettre de recevoir le compteur et le disjoncteur du gestionnaire du réseau de distribution. Donc, si vous faites appel à un installateur, j'allais dire lambda, qui pose par exemple de la borne en maison individuelle, bien sûr, il pourra vous poser votre borne dans le parking de la copropriété, mais il n'aura pas forcément les meilleurs prix auprès des fabricants. Bon, là, je parle vraiment en connaissance de cause. Étant fabricant, c'est sûr que quand on est face à un mandataire qui pose des centaines de bornes de recharge, eh bien forcément, il a des prix qui sont bien meilleurs que l'installateur lambda. Donc, faire appel à un mandataire, aussi s'assurer d'avoir quelque part les meilleurs prix au bout du compte en termes de matériel. Le mandataire va aussi gérer tout le volet administratif. Notamment concernant la demande des primes à devenir individuelles pour la pose des bornes, tout ça sera géré par le mandataire. Je parle des primes, mais c'est pas le seul volet administratif qu'on aura dans le cadre d'un projet. Il y a toute la partie notamment recensement des dérivations individuelles immédiates, mais je vais y revenir également. Et puis le mandataire étant aussi un professionnel spécialiste du sujet, il va pouvoir garantir un bon déroulement du projet, notamment en termes de délai. Puisqu'il a l'habitude, il va également pouvoir assurer la copropriété des meilleurs délais. Alors, je vous ai donné 3 noms de mandataires. Donc 100% ELEC, qui est un réseau d'installateurs indépendants, auquel mon confrère Laurent Deschamps de la société DB appartient notamment. Donc 100% ELEC, c'est un réseau d'installateurs indépendants implantés localement, donc au plus près des territoires. La société Helio, qui est un acteur de la transition énergétique, qui va également proposer un rôle de mandataire au niveau national. Et de façon plus parisienne, la société Capborn, qui propose aussi ce type de rôle de mandataire. Donc, s'adresser à un mandataire, il y a plusieurs types de mandataires, plusieurs sociétés qui proposent ce rôle de mandataire. Donc, vous n'êtes pas non plus astreint à une société en particulier. Vous pouvez faire jouer la concurrence à ce niveau-là. Voilà, alors maintenant, si on regarde là, dans le détail de l'Assemblée générale, parce qu'il y a les votes des travaux, effectivement, il y a des articles, bon, les copropriétaires qui nous suivent aujourd'hui connaissent bien ces sujets, mais il y a deux cas de figure. Hein. Oui, tout à fait. Alors, l'idéal, bien entendu, est d'avoir la convention de préfinancement du gestionnaire du réseau de distribution disponible au moment de la convocation d'Assemblée générale. C'est pour ça que je conseillais tout à l'heure les 4 mois, se préparer au moins 4 mois à l'avance pour initier la démarche. Dans ce cas-là, si la convention est disponible lors de la convocation d'AG, le vote en AG se fera en article 24. Alors, les syndics qui nous écoutent vont comprendre. Pour les autres, c'est une majorité simple, en fait, des copropriétaires présents lors de l'Assemblée générale. Ça a été une évolution impulsée par les pouvoirs publics il y a quelques années.
Pour faciliter justement le vote en AG. Auparavant, il fallait une majorité de l'ensemble des copropriétaires. Aujourd'hui, c'est une majorité simple des copropriétaires présents en assemblée générale ou ayant voté par correspondance ou représentés. Ça facilite quand même les votes positifs en assemblée générale. Dans ce cas-là, les seules pièces à fournir au gestionnaire du réseau de distribution, ça sera le PV d'AG qui acte de la décision en assemblée générale. Il y a malgré tout une deuxième option si la convention n'a pas été reçue lors de la convocation d'AG. À ce moment-là, il est possible de faire un vote de principe du réseau électrique auto en article 24, donc toujours à la majorité simple. Alors, je ne saurais trop conseiller dans ce cas-là, quelque part, de faire comme si la convention avait été reçue, c'est-à-dire d'informer de façon très précise l'ensemble des copropriétaires sur qu'est-ce que le réseau électrique auto, qu'est-ce que la convention, donner un modèle de convention vierge, par exemple, pour que il ne faut pas que ce vote de principe se fasse avec de l'inconnu. Il faut que le vote de principe soit fait en connaissance de cause, comme si on avait reçu malgré tout la convention. Et finalement, il n'y a que les prix exacts qui ne sont pas connus à ce moment-là, mais tout le reste du fonctionnement doit quand même être précisé dans la convocation d'AG. Et là, les mandataires, s'il y a un mandataire, ils peuvent tout à fait accompagner le syndic de copropriété sur la façon d'informer de façon le plus précisément possible, les copropriétaires lors de la convocation d'AG. Donc, dans ce cas-là, il faudra fournir le PV d'AG toujours qui indiquera qu'il y a eu un vote de principe qui a été réalisé. Et puis ensuite, il y a une deuxième résolution à faire voter, qui est une délégation au conseil syndical pour finaliser le choix de la convention, mais cette fois-ci en article 25, c'est-à-dire à la majorité absolue de l'ensemble des copropriétaires. Donc, dans le cadre de la mise en œuvre de cette solution alternative, il faudra fournir en plus au gestionnaire du réseau de distribution le compte-rendu de la réunion du conseil syndical qui acte le choix définitif de la convention. Dernier point sur lequel je voudrais insister dans cette partie, deux étapes essentielles après l'Assemblée générale. La première concernant le recensement des demandeurs de dérivation immédiate, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir s'équiper tout de suite en même temps que la réalisation des travaux de l'infrastructure collective. Alors, on l'a dit tout à l'heure, ces gens-là vont bénéficier d'une quote-part réduite. Donc, c'est un élément, s'il y a un mandataire, c'est le mandataire qui va gérer ce recensement. S'il n'y a pas de mandataire, ça sera au syndic de le faire. C'est un élément très important parce que, en fait, c'est la connaissance de ces gens qui souhaitent s'équiper d'une dérivation individuelle immédiate qui va directement impacter le montant de la quote-part réellement payée par les copropriétaires. Donc, c'est à anticiper et en tout cas, voilà, c'est impactant sur le prix. Petite précision quand même, quel que soit le nombre de gens qui vont s'équiper de façon immédiate, il reste toujours plus intéressant de s'équiper tout de suite que de s'équiper plus tard. Si on fait les calculs, on va se rendre compte que oui, alors effectivement, plus il y aura de gens qui vont s'équiper tout de suite, moins la réduction de la quote-part sera importante, puisque la prime à devenir collective va être divisée par le nombre de gens qui vont s'équiper tout de suite. Mais malgré tout, il est toujours plus intéressant de le faire tout de suite que de le faire plus tard. Ouais. Donc ça, les mandataires l'expliquent bien aussi. Deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est l'équipement de la place de parking. Lorsqu'on est en place ouverte ou lorsqu'on est en parking extérieur, par exemple, il sera nécessaire d'équiper sa place de parking d'une enveloppe, d'un coffret,
qui va recevoir le compteur et le disjoncteur du gestionnaire du réseau de distribution. Ce coffret, il est à la charge du copropriétaire. Parfois, cela n'a pas toujours été dit clairement sur un certain nombre de projets passés et les copropriétaires l'ont un peu découvert au dernier moment. Donc j'insiste sur ce point-là. Les mandataires, quand il y en a, l'expliquent très bien parce que ça fait partie de leur mission de fournir ce type de coffret. Alors, schématiquement, si on est en parking intérieur, vous avez deux images là sur mon slide. Donc, on a ce qu'on appelle des armoires de comptage et des armoires de recharge. Donc, les armoires de comptage reçoivent principalement le matériel du gestionnaire du réseau de distribution, mais sans la borne de recharge. Donc, dans l'exemple, sur l'image de gauche, vous avez une borne de marque Hager, du reste, qui se trouve à côté de l'armoire de comptage. Et sur l'image de droite, eh bien, c'est un ensemble tout en un, en fait, ce qu'on appelle une armoire de recharge, parce que vous avez non seulement le matériel du GRD, coupe-circuit, compteur, disjoncteur, mais vous avez aussi la partie borne de recharge au sein du même coffret. Donc, ça vous permet d'avoir un seul produit sur le mur et un rendu plus esthétique. On aura la même chose en parking extérieur, mais je reviendrai un peu plus tard lors de cette conférence sur la notion de totem. Ces armoires, ces armoires en tant que point de recharge, dès lors que vous avez un point de recharge, bien vous êtes éligible aux primes à devenir individuel et au crédit d'impôt pour la recharge de véhicules électriques. Donc ça vient amoindrir le coût. Ce qu'on voit par contre dans l'image de gauche, c'est l'infrastructure collective qui est représenté par le câble circulant au plafond et qui va tout droit face au regard du lecteur, là, face à l'image, et qui va sur la place du fond là-bas. Donc ça, c'est l'infrastructure collective, et on voit les dérivations individuelles qui partent sur la partie gauche et qui aboutissent dans des armoires de recharge telles qu'on l'évoquait tout à l'heure. Parallèlement à l'infrastructure collective de puissance, on a aussi la terre qui est également dans ce cas-là installée directement au plafond. L'image de droite, eh bien, Laurent Deschamps en a présenté une tout à fait équivalente tout à l'heure. C'est le cas où on n'a pas de mur pour recevoir l'armoire de recharge. Dans ce cas-là, il existe des solutions techniques qu'on appelle des supports sol-plafond pour pouvoir installer ces armoires quand même en place sur milieu de parking. Deuxième slide, donc, il y a pas mal de questions sur les parkings extérieurs. Alors, il existe d'ores et déjà des solutions dans le cadre du réseau électrique auto et les opérateurs travaillent pour également proposer des solutions dans le cadre de leur modèle. Donc, trois types de solutions sont présentées ici. Sur l'image de gauche, une solution en souterrain. Donc qui nécessite la réalisation de tranchées pour alimenter des totems. Donc là, on a des totems de recharge. Alors, il existe aussi une variante qui est un totem de comptage pour recevoir simplement le matériel du gestionnaire de réseau de distribution. Et à ce moment-là, la borne va être positionnée au-dessus sur une interface spécifique en partie haute. Mais d'un point de vue esthétique, il est conseillé quand même sur un parking extérieur comme ça d'utiliser des totems de recharge qui incluent à la fois le matériel du gestionnaire du réseau de distribution et la partie point de charge. Alors, lorsque le parking est simplement prééquipé dans un premier temps, bien entendu, il n'est pas forcément nécessaire d'avoir un totem à chaque place. Les totems seront mis en place au fur et à mesure des besoins des copropriétaires. Donc, dans ce cas-là, on met simplement des socles enterrés qui reçoivent les canalisations. Et c'est l'image en bas au centre. On vient obturer ces socles par des plaques d'obturation. Et il suffira, lorsqu'on viendra ensuite mettre des totems, de dévisser cette plaque et au niveau des mêmes entr'axes de fixation, venir mettre un totem. Donc on n'a pas à faire revenir la pelleteuse pour refaire des travaux ultérieurement. On commence par pré-câbler tout le parking et on
on a des socles comme ça enterrés au niveau de chacune des places. On viendra simplement ensuite mettre les totems au fur et à mesure des besoins. L'image en haut au centre est une desserte en aérien qui est possible sur mur supérieur à 2 mètres. Donc typiquement, dans le cas de box extérieures telles que nous avons là, si la hauteur permet une pose supérieure à 2 mètres, on peut mettre en place une torsade aérienne exactement comme on a des torsades aériennes pour distribuer des maisons de village, par exemple, en pose posées contre les façades. Bon, ça peut être malgré tout assez esthétique si on a, comme dans ce cas-là, un rebord au-dessus des box. Donc ça reste relativement discret. Et puis la partie droite de l'image est, je dirais, la dernière innovation. Euh, des interlocuteurs précédents évoquaient le fait que les fabricants ont pas mal travaillé ces dernières années sur des innovations pour répondre à tous les cas de figure. C'est ce qu'on appelle une solution en élévation. Donc, elle s'appelle Park Bridge dans la gamme Michaud. Alors, cette solution est particulièrement utile dans 2 cas de figure. Alors, le premier cas de figure, c'est les toits terrasses. Donc, les toitures terrasses, par définition, on ne peut pas creuser sur une toiture terrasse parce que c'est du béton. Donc, il faut trouver une solution avec des points de fixation au niveau du sol qui soient limités au maximum parce qu'au niveau de chacun des points de fixation, il faudra reconstituer l'étanchéité. Et le deuxième cas de figure, c'est les parkings arborés. Parce qu'il y a une réglementation qui interdit de faire une tranchée à moins de 2 mètres du tronc d'un arbre ou à moins d'un mètre d'un arbuste. Donc on ne peut pas toujours effectivement faire une solution en souterrain comme sur l'image de gauche. Donc dans ce cas-là, la solution de droite est une bonne solution. Plus rapide à mettre en œuvre aussi, la plupart du temps. Elle fonctionne aussi sur muret, éventuellement, et dans ce cas-là, elle permet une emprise au sol moindre qu'un totem. Donc c'est une solution qui a plutôt de l'avenir, qui est d'ores et déjà disponible dans le cadre du réseau électrique auto. Mais on pourrait trouver des solutions équivalentes chez les opérateurs. D'ailleurs, on propose aussi cette solution, nous, pour du tertiaire. Euh, pour des parcs d'entreprise, puisque là aussi, ça peut être plus rapide et moins invasif, on va dire, notamment c'est des parkings arborés, que des tranchées.